son agriculteur à quelques kilomètres d'ici, qui lui possède 15 hectares de terrain et il n'utilise que 7 hectares en bio pour faire du maraîchage, qu'il vend lui-même sur le marché. J'ai ma petite tante là-bas qui va le voir régulièrement sur quand nous malheureusement on est loin, elle achète des trucs chez Jean-Paul régulièrement. À préciser que Jean-Paul, ils sont avec 7 hectares, ils génèrent 4 unités de travail. Enfin, 4 emplois, on peut le dire, c'est un peu ça quand même. Donc, lui et son fils, il nous expliquera tout ça, plus 2 salariés. À côté, Jacques Lemaître, qui lui aussi pas très loin d'ici, il va nous expliquer parce que, alors lui, il est un peu plus impliqué dans les aspects extérieurs en tant que, notamment SOS Paysan, il a une activité annexe importante et il va nous expliquer comment il fonctionne chez lui. Vous allez voir, moi je découvre en même temps, mais c'est vrai qu'il y a des idées assez intéressantes, la manière dont il fait. Donc il est en bio depuis longtemps. Plus que sur les idées de la Confédération Paysanne, et puis donc sur 40 hectares du lait, enfin, on va nous expliquer tout ça. Et puis André Van Tournout, qui lui est céréalier sur 125 hectares, il travaille tout seul. Alors chez Jacques, je ne sais pas combien ils sont employés, 2, voilà, qui va nous expliquer lui, Van Tournout, disons comment il fonctionne au niveau de la vente de son blé, comment les prix à Chicago interviennent sur les choses, la bourse, voilà, cette partie-là, mais aussi comment tous ces gens-là qui sont conventionnels accèdent tout doucement à une agriculture raisonnée. Alors, est-ce qu'on peut être raisonné ou pas? Ce sont des questions qu'ils pourront nous poser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Néanmoins, il faut reconnaître que forcé ou contraint ou forcé, il y a des évolutions qui se font en termes d'unité d'azote, voilà. Bon. Et puis, donc j'ai moi listé quelques questions, on va leur demander d'intervenir en fonction de tout ça, et après ça on ouvre le débat, j'imagine assez vite avec la salle, de façon à répondre aux questions. Je pense que ce sera le meilleur moyen. Dans les questions qui en tout cas m'intéressent, est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est à l'extérieur de la crise ou non, ou est-ce qu'elle vit sa vie tranquillement, ou au contraire, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus impactés par la crise, d'autres qui s'en sortent mieux, ça dépend des moments. Enfin, on a une anecdote intéressante, c'est le fils de M. Van Tournout, l'autre fois, Sébastien, qui m'expliquait que même si lui est à l'extérieur, ne travaille pas sur l'exploitation, il dit nous les agriculteurs, quand ça va bien on ne se plaint pas, ben, quand ça va mal, bon, ben, on prend sur le gras qu'on a, comment font les artisans, les commerçants, tout ça, il n'y a pas de subvention tous les matins, hein, c'est des débrouillent. Alors, ça m'a un peu surpris sur le coup, parce qu'effectivement, disons que s'il y avait un problème majeur de production agricole une année, on aurait quelques soucis. C'est quand même pas la même chose qu'une crise dans un système, enfin dans un endroit où il y a une chute du chiffre d'affaires pour X raisons, enfin je ne sais pas. Dans l'agriculture, je pense que, enfin moi, à mon avis, on est quand même obligé d'avoir une sorte de soupape de sécurité nationale pour qui n'est pas forcément la PAC, parce que nous, la conception un peu sur la sortie de l'Union européenne de l'euro, donc évidemment la PAC là-dedans, on peut imaginer qu'elle va avoir un sort complètement différent, là de soi. Donc il y a toutes ces questions-là. Quel avenir pour notre agriculture, avec quelle autosuffisance alimentaire? Est-ce que en conventionnel, on n'est pas en train d'atteindre les maximums en termes de productivité? En tout cas, si on lit un peu à l'extérieur, c'est pour ça qu'on est sans doute, hormis l'aspect génétique, on semble avoir atteint les limites de la productivité par disons,
cette agriculture extensive. Et si on va un peu plus loin au plan mondial, je rappelle quand même que toutes les 10 minutes, il y a un enfant de plus de 10 ans qui meurt de faim dans ce monde. Pas de la faute des agriculteurs, de la politique générale qui est menée, mais c'est la réalité. Donc l'objectif demain qui est très important pour eux, c'est de produire pour alimenter les quelques 9 milliards de personnes qu'on aura sur cette terre. C'est la France, mais ce n'est pas seulement ça. Voilà. Il faut ramener ça au plan local. Donc de quelle qualité on doit faire. L'agriculture bio est-elle en mesure de prendre le relais ou n'est-elle qu'une niche? C'est une question importante. Est-ce que si on est capable d'avoir une agriculture viable en termes de bio, moi mon idée c'est que pourquoi on ne passe pas en bio? Enfin, je veux dire, et qu'on ne mette pas des contraintes, disons, politiques pour qu'effectivement on produise de la bonne manière. Encore faut-il qu'on nous explique qu'un agriculteur en bio on puisse effectivement nourrir ses champs, conserver les sols, voilà, faire une agriculture qui ne soit pas basée sur la plante seulement, mais bien sur le sol, parce que d'abord les nutriments c'est dans le sol qu'on va les chercher. Moi-même j'étais formé à une époque, on me disait NPK, c'est-à-dire de l'ammonitrate, des nitrates, de l'acide phosphorique, de la potasse. Il faut gérer tout ça. Et quand ça versait, on me disait, tu as qu'à mettre du Sicocel, un produit spécial qui raccourcissait la tige et qui permettait, donc ça évitait de verser, et on nous disait, vous allez pouvoir mettre une dernière couche d'engrais, d'ammonitrate, pour terminer l'affaire. Comme ça, effectivement, voilà. Donc, cette agriculture-là, bien évidemment, elle date. Enfin, c'est comme ça qu'on nous formait. Moi, j'étais formé par eux en agriculture, parce que c'était ma destination première à l'origine. Et aujourd'hui, M. Antonio nous dira comment l'évolution se fait vers une agriculture raisonnée. Il nous dira, par exemple, pourquoi ils ont mis trop de nitrates l'année dernière, alors que, parce qu'on les autorisait à le faire, et que, bon, bref, on n'a pas eu les rendements qu'il fallait. On va nous expliquer tout ça. Voilà. L'agriculture française face à la mondialisation, bien sûr, c'est-à-dire le CETA. Est-ce qu'ils pensent que ça peut impacter les choses? La PAC est-elle encore une solution? Donc je le disais tout à l'heure, voilà, ça peut être une question, autre part, au moins comment on peut gérer différemment cette affaire-là. On a un peu l'impression qu'effectivement il y a plusieurs types d'agriculture qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et là, on a ce panel-là, on a des champs avec 7 hectares jusqu'à 125 hectares. Bon, c'est là pourquoi la culture bio demande de la main-d'œuvre. Comment on fait pour financer tout ça? C'est une question quand même. C'est-à-dire, celui qui vend ses produits lui-même sur le marché ou chez lui, ou qui reçoit des gens, enfin, on va le voir. Que penser des fermes qui sont en train de mettre en place en Chine ou au Vietnam? C'est une émission que j'ai écoutée sur France Culture, où là heureusement qu'ils l'ont dit 2 fois le chiffre, parce que j'avais noté, mais ce sont des fermes de 40 000 vaches. Et on a des gens français qui s'exprimaient de chiffres qui est vendu là-bas uniquement pour mettre en place et qui valide l'affaire tous les ans. Imaginez s'il y a une épidémie, non, c'est pas le hasard, évidemment ce ne sont pas des vaches qui sont dehors, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'hectares. Donc qu'est-ce que c'est que... Alors nous c'est la ferme des 1000 vaches, en France on a des que là. Ça relativise évidemment, on voit bien l'agriculture, rien ne s'arrête jamais, quoi, mais nous ici quand on avait des agriculteurs avec 300 ou 400 hectares, c'est des très gros agriculteurs. Bah oui, mais à côté disons de ces fermes qu'on est en train de préparer, est-ce que c'est ça l'avenir? Point d'interrogation, évidemment. D'autres questions comme, oui, à une époque, les cochons, ils étaient élevés dehors. Depuis bien longtemps, on les
a mis dans des petites cabanes pour les élever plus vite et mieux, et machin, soi-disant, mais sauf qu'ils ont du mal à bouger. Est-ce que c'est légitime tout ça? Et les vaches, finalement, bizarrement, sont en train de faire le même chemin. Elles vivaient dehors. Là, on a commencé à alimenter beaucoup plus fort dans les étables. Et aujourd'hui, on est prêt à les laisser, disons, des espèces de trucs là, qui vous sortent du lait avec des robots. Bon, voilà, enfin, il y a des questions comme ça. Et puis, que penser, et c'est la dernière question, que penser de l'agrologie, ce que disent des gens comme Bourguignon, ou alors, c'est rigolo, parce que c'est l'article dans West France hier, preuve que les choses bougent quand même. Ce sont des deux frères qui sont en sud-Vendée, je crois, et qui, ils exploitent 140 hectares en bio, hein, donc ils font du couvert, hein, ils sèment le blé en ce moment là sous les fans. Le maïs, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, moi en tout cas, mais qui existe réellement. Parce que, voilà. Et le fait assez intéressant, c'est qu'il y avait 230 agriculteurs qui ont échangé sur les pratiques culturelles agroécologiques protectrices de la terre nourricière, donc du sol. C'est-à-dire qu'on est en train de s'occuper du sol, alors qu'avant on ne s'occupait que de la plante. C'est ça la grande évolution, la grande différence. Alors c'est le sol, et il ne suffit pas de mettre 3 éléments, il faut, je crois, d'après Bourguignon, 22 éléments pour qu'une plante pousse correctement. Voilà. Donc, moi voilà les questions que je posais. Donc je vais donner la parole à chacun d'entre eux pour qu'ils expliquent un petit peu comment ils font. Donc on commence par Jean-Paul.